C'est pas un exercice facile de monter une liste européenne. Oui. Vous pouvez en témoigner. N'est-ce pas? Et donc, il faut un certain nombre de conditions. Bien sûr médiatique, on va dire, politique au sens général, mais il faut surtout un projet partagé, il faut quelqu'un qui soit d'accord pour l'incarner, il faut que celui ou celle qui l'incarne soit soutenu par ceux qui l'accompagnent. Toutes ces conditions ne sont pas réunies visiblement dans ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement des Gilets jaunes, mais je me méfie toujours d'appeler au singulier parce qu'il est certainement beaucoup plus divers, beaucoup plus pluriel que la seule appellation ou le seul vocable de Gilets jaunes ne pourrait l'indiquer. J'ai jamais beaucoup cru que une liste Gilets jaunes serait en mesure de se constituer pour ces raisons. Je ne crois pas que la mobilisation faiblisse. Je ne crois pas du tout. Quand on additionne les chiffres qui remontent des préfectures localement et qu'on compare avec le chiffre du ministère de l'Intérieur, je demande d'ailleurs si monsieur le ministre de l'Intérieur a une calculette pour faire les additions, parce que de temps en temps on est un peu Il y a aussi des surpris. Gilets jaunes qui donnent des chiffres maintenant depuis plusieurs semaines. Oui, c'est pour ils ça, ont mais dit que 100 000 personnes avaient défilé samedi dernier. Oui, ce qui est un peu plus que le samedi d'avant, si je me souviens bien, à quelques milliers près. Donc la mobilisation ne faiblit pas, mais parce que la dette qui est contractée à l'égard du peuple français et dont ce mouvement-là est une des expressions, cette dette n'est pas éteinte. Et vous, Éric Drouet ou non, ça ne changera rien? Non, parce que c'est une des égéries du mouvement, et c'est pas facile de passer du statut d'égérie au statut de chef politique. C'est pas le même métier, c'est pas la même mission, c'est pas le même statut. Rien de tout ça n'est semblable. Est-ce que le mouvement est fini? Je crois pas. Parce que, comme je l'évoquais à l'instant, je pense que les raisons pour lesquelles ce mouvement est né ne sont pas éteintes. Elles ne s'éteindront pas demain matin. Et je redis qu'un jour, il faudra quand même qu'on s'interroge collectivement sur le point de savoir comment un mouvement de cette nature peut passer si rapidement d'une revendication qui porte sur le prix du litre de gasoil à la demande d'un référendum d'initiative citoyenne. Vous remarquerez qu'il y a là une palette extrêmement large de revendications. Alors, la diversité des revendications pose problème, mais elle dit en tout cas un malaise extrêmement profond qui traverse toute la société française et dont ce mouvement est une expression parmi d'autres. Donc non, ce mouvement ne s'éteindra pas. J'ai quelques souvenirs des mobilisations de masse dans la durée il y a quelques années. Il y a un moment où les gens se fatiguent, où ils n'ont plus les moyens de se déplacer parce que ça coûte cher, où ils ont une famille, une vie privée aussi à assumer, et c'est pas facile de se mobiliser tous les samedis pour aller, c'est difficile. Donc il y a des conditions matérielles qui rendent difficile une mobilisation sur le long terme. Cela étant dit, s'il y a un point commun à signaler, je pense que c'est le sentiment de déclassement ou de mépris ressenti par les personnes qui descendent dans la rue. Sur le constat, je pense qu'on l'a tous fait pendant je termine des sur la question que vous posiez tout à l'heure. Ce sentiment de déclassement ou de mépris est allé jusqu'à la contestation du principe même de l'autorité politique. Pas simplement de la gestion par le pouvoir politique. Des manifestations descendent dans la rue pour dire on n'est pas content de telle décision ou de telle décision, ça arrive près de l'Assemblée nationale toutes les semaines. Donc c'est une chose qui est en France très courante. Mais là, c'est le principe même de l'autorité politique qui est mis en cause. Alors, soit dans une perspective très révolutionnaire de déstabilisation d'institutions, soit plus généralement d'une espèce de cri de dépit ou de désespoir qui dit de toute façon, il n'y a pas d'autorité qui soit en situation de comprendre ce qu'on dit, puisque l'autorité elle-même, d'une certaine manière, est disqualifiée. Y compris en interne. Y compris en interne. Et donc, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il y a tant de difficultés à faire émerger des personnes qui soient vraiment en situation de représenter ce mouvement, parce qu'il est fondé sur ce sentiment qu'aucune autorité politique n'est plus légitime pour faire quoi que ce soit. C'est ça la grande difficulté qui est posée aux responsables politiques que nous sommes ici pour appréhender, je crois, correctement la nature de ce mouvement et son essor. Un mot. Plusieurs réactions rapides. D'abord, c'est prescrit. 35 ans. Cher maître, 35 ans, c'est prescrit. Il n'y a aucun crime en France qui va faire. Voilà, donc il y a mais parlons des incidences d'aujourd'hui. Oui, mais j'y viens. Il y a un moment où il faut quand même arrêter. On passe un temps infini sur une affaire qui n'est pas une affaire, sauf que. Il y a trois conclusions sur la campagne pour rejoindre votre préoccupation. Premièrement, la défense de Madame Loiseau relève de l'amateurisme total, ce qui est d'ailleurs une marque assez générale de ce gouvernement depuis 2 ans et de beaucoup de ses soutiens. Deuxièmement, il faut vraiment se méfier beaucoup quand on fait la morale et qu'on se donne pour mission d'être le chevalier blanc d'une cause, etc. Il faut faire très très attention parce que plus on le fait et plus évidemment on encourt le reproche de n'avoir pas été soi-même tout à fait pur quand il aurait fallu l'être. C'est ce qui est en train d'arriver à Madame Loiseau. Et ben ça lui apprendra. Peut-être que la prochaine fois elle sera un peu plus modeste et qu'elle considérera ses adversaires avec davantage, non pas avec moins d'adversité ou moins d'énergie, mais avec un ton un peu moins moralisateur. Troisièmement, ça évite de parler du fond. Moi, je regrette ça beaucoup parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas
du projet, de la conception de l'Europe d'Emmanuel Macron, que je considère moi comme délétère pour notre pays, dont Mme Loiseau est aujourd'hui le porteur. Et il n'y a toujours pas de programme à La République En Marche, en l'occurrence. Et si, il y a la feuille, il y a la lettre, la tribune qu'a publiée le président de la République dans 28 pays. Il y a maintenant un mois, s'appelle Renaissance, qui est, je crois, le cadre général de la politique qu'il veut. Enfin, ça suffit comme programme, mais c'est de ça qu'on devrait discuter. Une forme de promesse non tenue par le président de la République. Une faute de principe. Je me souviens d'avoir entendu dire pendant la campagne présidentielle, je ne veux pas réformer la France, je veux la transformer. Je me suis dit, tiens, c'est un peu ambitieux tout de même, pour ne pas dire pire. On n'y est pas, on est même loin du compte. Et pour répondre à votre question initiale, j'oublie pas celle que vous venez de me poser, est-ce que le président de la République doit renverser la table ce soir? Je pense que, je l'ai dit d'ailleurs pas très loin d'ici, il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas au président de la République d'annoncer les hausses de cotisation, de durée, c'est le rôle du Premier ministre. Le rôle du président de la République dans la Ve République, c'est de fixer un cap de long terme, donner de la visibilité aux Français. Oui, il y a un problème de répartition des richesses en France, mais pas qu'en France. Et oui, il faut s'interroger sur la manière dont la richesse produite est répartie et la part qui est répartie, elle est redistribuée. Il faut remettre ça à plat. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes terribles de qualité de vie au travail, d'augmentation de la brutalité en général, dans le monde social et dans le monde du travail en particulier. Il faut que le président de la République fixe un cap sur ce sujet. Évidemment qu'il faut créer de la richesse pour la redistribuer, ce qui pose la question du rôle de l'État et du poids de l'État. Et oui, bien sûr qu'il faut une réforme de l'État. Alors, il ne faut pas mettre les fonctionnaires à la poubelle, comme on a pu l'entendre de la part, y compris d'un certain nombre de candidats au présidentiel de manière très maladroite, il n'y a pas très longtemps. Ça peut se faire avec eux. Mais évidemment que si vous ne diminuez pas la part extrêmement pesante de l'État dans le monde économique français, vous n'arriverez pas à trouver les moyens. À qui profitent les 32 milliards? Aux banquiers. Parce que c'est de la dette. C'est pas compliqué. À qui ça profite? Alors ça sporadiquement, mais Julien Dive disait tout à l'heure, a raison, les autoroutes, ça augmente, le train, ça augmente, le gaz augmente, l'électricité augmente, l'essence augmente. Prix record, je crois, ces jours-ci, à la pompe. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Donc les salaires nets augmentent peut-être, mais en attendant, ce qui est clair, c'est que les Français ne le voient pas. Vous disiez tout à l'heure, ça n'imprime pas, pour cette raison. Ils payent tout plus cher. Et ils reversent de la main gauche ce qu'on leur a donné dans la main droite ou inversement. Donc ça ne peut pas. Et en attendant, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que les salariés doivent toujours être mis à contribution un peu plus justement? Non, pas par principe. La durée hebdomadaire du travail en France est beaucoup plus proche de 39 heures que de 35. Il faut quand même arrêter les fables sur ce sujet. Deuxièmement, personne ne demande une augmentation de la durée hebdomadaire du travail. Pas même les patrons, pas les fédérations professionnelles, même pas le MEDEF, personne ne le demande. Donc on va arrêter de faire comme si c'était un sujet, ça n'est pas un sujet. Moi, je suis contre rien en principe. Je dis simplement, il y a un sentiment terrible de spoliation que vivent les Français. En plus, en moins. Un sentiment de spoliation que vivent les Français qui ont l'impression qu'on leur demande sans cesse des efforts supplémentaires pour avoir en retour, même du point de vue de la qualité des services publics, et ce n'est pas la faute des gens qui les animent, une qualité qui n'est pas au rendez-vous des efforts qu'on leur demande. Donc, ce que je crois, c'est qu'on doit d'abord dire aux Français, voilà, on va vous demander de faire des efforts peut-être, mais voilà le bénéfice que vous en tirerez. Est-ce qu'il faut baisser les cotisations sociales des salariés? Certainement pas. Je partage le point de vue de Mme Arthaud. Une cotisation sociale, c'est ce qui permet aux salariés d'acquérir des droits de la protection, de la santé, de la retraite, des allocations familiales. Donc il ne faut pas toucher à ça. On touche aux impôts, oui, à condition qu'on soit capable de redéfinir le périmètre de l'État, à condition qu'on soit capable de dire aux Français, on va vous demander une année ou deux de plus, mais nous, responsables politiques, on fait l'effort de la contrepartie. L'État, parce que c'est la contrepartie qui donne de l'oxygène dont vous avez besoin. On assiste tout de même à des... S'il n'y a pas cet équilibre-là, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de table renversif, ça sera de la gestion, une opération de gestion de plus et pas davantage que ça. La PHP est une grande organisation. Je fais confiance à ses dirigeants pour que, après avoir compris la nature de ce genre d'enregistrement, ils les suppriment, purement et simplement. Il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que des tests ces enregistrements sont suite à une telle affaire? Il y a deux possibilités. Soit c'est volontaire, c'est délibéré, et on est dans une logique de fichage politique, auquel cas, alors bien sûr que oui, il doit y avoir des démissions en rafale, et beaucoup. Mais j'ai du mal quand même à imaginer ça. Maintenant, dans le monde, vous avez du mal à imaginer ça, mais les soignants, dans le nouveau monde, tout est possible. Consultant santé, dans le nouveau monde, tout est possible. Ou alors c'est quelque chose qui relève. Ils n'ont pas pu prendre l'initiative. Ça vient pas des soignants, en tout cas. Ou alors c'est quelque chose qui relève d'enregistrement. Pardon.
C'est quelque chose qui relève d'enregistrements qui sont faits au fil de l'eau parce que ça s'est fait comme ça, auquel cas ce sont des erreurs. Les erreurs, ça se corrige, on supprime les enregistrements, terminé. Mais si on est dans le premier cas, avec une volonté délibérée d'enregistrer les gens, alors là, il faut que ça se termine au tribunal. Il y aura des condamnations et j'espère qu'il y en aura. Non, mais le fichage politique, il existe. Bien sûr qu'il existe. Ah ben ça, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Le fichage à la politique, PHP, bien sûr. c'est quand même rare. Et